Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les formes indirectes de la puissance. Nous allons dans ce tutoriel parler des nouveaux facteurs de puissance qui émergent avec la mondialisation. Nous sommes en AGGSP en première, on est dans l'axe 2 du thème sur la puissance. Dans ce tutoriel, nous allons voir que de nouveaux facteurs de puissance émergent. Avec la mondialisation, en effet, la mondialisation, c'est l'augmentation de la circulation des personnes et des marchandises, les migrations, le tourisme, mais également le commerce international. Il y a de nouveaux réseaux qui se créent, et la maîtrise de ces réseaux, que sont les voies de communication, les réseaux liés au numérique, mais également les réseaux linguistiques, sont essentiels à la puissance dans la mondialisation. La maîtrise de ces facteurs, leur contrôle, est devenu central, était un outil de la puissance. Alors, ce thème, qui malencontreusement dans le programme a été nommé les formes de puissance, s'intéresse en fait non pas aux formes, à savoir si c'est un empire, si c'est une entreprise, si c'est un État, mais bien aux sources de la puissance qui sont renouvelées dans cette mondialisation. On se demandera donc comment les nouveaux facteurs de puissance modifient la hiérarchie des puissances traditionnelles. Tout d'abord, nous commençons par la langue. La langue, c'est peut-être la revanche du nombre et la revanche des ex-puissances coloniales et des empires dans la mondialisation, le jeu des puissances internationales. Jean Bodin disait, au XVIe siècle, « Il n'est de richesse que d'hommes » et le poids linguistique donne une puissance ou donne du pouvoir à ceux qui en bénéficient de l'extension linguistique. Donc, il y a dans le monde une prédominance de l'anglais, et on verra que cela participe de la puissance américaine, mais également que, peut-être, c'est une de ses limites. Premièrement, sur la langue, on peut dire que il y a de grandes langues qui sont liées principalement à la colonisation. Donc si on recense 6000 langues dans le monde, 20 langues recensent plus de 50 millions de locuteurs, et donc ces 20 langues recensent 95% des hommes. Parmi ces langues, il y a des langues internationales, donc comme par exemple le français, l'anglais, l'espagnol ou l'arabe, qui sont principalement des langues européennes ou issues du bassin méditerranéen, qui sont diffusées dans le monde par des formes de colonisation ou d'empire. L'espagnol s'est imposé dans l'ensemble de l'Amérique dite latine, donc du Mexique au Chili. L'anglais s'est imposé dans l'ensemble du Commonwealth, donc l'Amérique du Nord, l'Océanie, et également une diffusion en Afrique du Sud ou même en Inde. Le français s'est diffusé en Afrique, et l'arabe s'est diffusé au Moyen-Orient par les conquêtes arabes. Aussi, ces langues dominent le monde, parce qu'elles sont des langues véhiculaires dans des zones mondiales importantes. On distingue dans les langues le locuteur natif du locuteur. En effet, si on prend le français par exemple, il a 120 millions de locuteurs natifs, donc c'est la langue maternelle, on dit en français, alors qu'il y a à peu près 240 millions de personnes qui parlent français dans le monde, donc qui sont locuteurs du français. L'anglais a une différence énorme, parce que l'anglais, c'est la langue qui a le plus de locuteurs dans le monde, avec 2,5 millions de personnes. Cependant, si on prend les locuteurs natifs, là, ce sont les langues des pays asiatiques qui dominent, avec l'hindi qui a près de 500 millions de locuteurs, et bien sûr le mandarin avec son milliard de locuteurs. Alors, la langue est un vecteur de puissance depuis toujours. C'est le deuxième point. Alors là, ce n'est pas une nouveauté, mais ça se renouvelle, c'est ce qu'on va voir. Donc tout d'abord, si vous prenez Astérix et Obélix, dans le dernier Astérix et Obélix qui vient de sortir là, avec le Griffon, il y a un jeu de mots où ils disent aux Sarmates, vous ne pouvez pas comprendre, c'est du latin, parce que les Gaulois, que sont Astérix et Obélix, qui disent ça aux Sarmates, en effet, eux sont romanisés au sens où ils ont adopté le latin. Et c'est pourquoi dans notre langue française, une grande partie des mots sont issus du latin, parce que les Romains ont colonisé la France, la Gaule de l'époque, et ont imposé environ 50% de notre vocabulaire est lié
à cette langue latine, alors que le reste vient des langues germaniques, qui viennent des Francs et du nord de l'Europe, qui n'étaient pas liés à ces racines linguistiques. Donc, déjà, chez les Romains, le vecteur de la puissance romaine, c'était d'imposer le latin. Mais si on prend l'époque coloniale, c'est exactement la même chose. Les Espagnols ont imposé l'espagnol dans leur ère culturelle et les Français dans leur colonie. Alors ça a été plus ou moins fort. La colonisation française a été particulièrement marquée de ce point de vue-là. En même temps, il y avait une culture en France d'imposition du français. La France, en effet, de la Troisième République, avait voulu lutter contre les langues régionales, qui étaient le breton, le savoyard, et il était interdit, par exemple, dans les écoles publiques, de parler les langues régionales, et on avait imposé le français par la force pour imposer la République. Donc, imposer puissance, là, on voit le rapport tout de suite, et la langue, c'est le facteur d'extension de la puissance et de l'empire colonial. Les Anglais, dans le Commonwealth, c'était un peu moins marqué comme volonté d'imposer sa langue, bien que les administrations étant en anglais, et les élites locales voulant partir vers l'Angleterre, il y avait une certaine forme d'adoption de l'anglais. Cette langue, c'est donc, de tout temps, une manière de s'imposer. Aujourd'hui, les Chinois qui imposent dans le Xinjiang une sinisation par l'imposition du chinois et l'interdiction des langues turcophones de cette province à l'ouest de la Chine, montrent bien cette continuité. Cependant, cette puissance de la langue en mode hard power, qui est une forme d'imposition quasiment coercitive, c'est aussi une forme de soft power, la langue. En effet, si on regarde la diffusion culturelle qui se fait dans le monde, des films, de la musique, elle se fait par la présence de communautés linguistiques et de locuteurs à l'étranger. Donc aussi, il est intéressant de développer à l'étranger des médias, comme par exemple des télévisions, donc la France qui développe France 24, comme chaîne internationale, ou des instituts pour apprendre la langue, donc la Français qui développe l'Alliance française, les Anglais le British Council, les Allemands le Goethe Institute, les Chinois l'Institut Confucius. Ce sont des instituts qui vont apprendre la langue française, par exemple la langue chinoise à l'étranger, et développer la présence de la culture à l'étranger. Mais ça va permettre aussi, au travers, vous savez très bien, quand on apprend une langue, on apprend aussi des traditions culinaires, un horizon culturel avec des films, de la musique, et ça participe de la puissance. Et l'aspect numéro 1 de la culture, c'est la langue. Donc, aussi, ça participe à cette présence culturelle à l'étranger. À ce titre, les diasporas sont véhiculaires de la langue dans le monde, et cela peut être très intéressant. Alors, dernier point sur la langue, on va essayer de se demander si on arrive vers une américanisation du monde. Alors, si certains pays maintiennent un multilinguisme, qui viserait à dire l'inverse, à savoir qu'on peut maintenir des populations ensemble en ayant plusieurs langues. Vous avez par exemple un pays comme la Suisse ou comme le Canada, dans lequel le français est minoritaire, mais se maintient. En Suisse, on a 60% de germanophones, à peu près 25% de francophones, le reste étant italophone ou romanche. Le français se maintient, et même il y a une certaine forme de défense du français de la part des romans. Mais au Québec, c'est exactement la même chose, avec la volonté des Québécois de défendre le français. D'ailleurs, défense qui fait parler les Québécois mieux français que nous. En effet, les Québécois disent un parc de stationnement, comme nous, quand nous utilisons l'anglicisme parking. Mais pour les Québécois, vu qu'ils sont dans la défense de leur langue, ce serait impensable de dire un parking, ce serait adopter le mot des Anglais, qui sont très majoritaires dans le Canada. Donc, il peut exister une forme de multilinguisme. Mais la tendance est quand même à l'uniformisation linguistique. Déjà, il y a beaucoup de langues qui disparaissent, il y a beaucoup de langues qui ont moins de 3000 locuteurs. Bon, alors, le savoyard, par exemple, qu'on appelle maintenant l'arpitan, c'est un effet de mode, est en disparition, voire même qu'il a complètement disparu. Alors, le breton, c'est pareil, on a beau mettre quelques écoles d'Iwan pour essayer de compenser la perte, les jeunes parlent français. Mais à l'échelle mondiale, c'est l'anglais qui quand même prend le pas. Un quart de la population mondiale parle l'anglais, et il y a donc 2,5 milliards de locuteurs de l'anglais, c'est énorme.
Et si on prend Internet, 52% des contenus d'Internet sont en anglais. C'est énorme, et Internet, c'est là où ça se passe aujourd'hui, donc c'est une langue qui devient centrale dans le monde. Et là, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec la puissance américaine, qui, par cette facilité-là, peut diffuser ses films, sa musique, mais également ses habitudes culinaires, par la présence de l'anglais, peut diffuser ses anglicismes. Alors, bon, dans la langue française, entre le hot dog, le week-end, faire un break, un brainstorming, on utilise ces anglicismes tous les jours, et cela peut conduire à la mort du français, finalement, et à son anglicisation. Cette puissance de l'anglais est quand même liée au Commonwealth, et à la présence, et au fait que les pays anglophones sont des pays riches, puissants, et surtout extrêmement attractif, dans lequel les populations migrent, et donc l'anglais s'est imposé comme la langue des affaires, comme la langue de la finance, et aujourd'hui c'est une langue incontournable. Cependant, l'avenir réservera-t-il à l'anglais le même sort que le présent? Rien n'est moins sûr. En effet, des zones géographiques sont en très forte croissance, dans lesquelles on parle arabe, mais également dans lesquelles on parle français, à savoir l'Afrique noire. Donc il se peut que dans les années à venir, le poids démographique du français augmente considérablement, le poids démographique de l'arabe ou même de l'hindi augmente considérablement, alors que le nombre de locuteurs natifs anglophones n'augmentera pas substantiellement, et il pourrait y avoir à l'avenir une redistribution de cette réalité. Alors on va rapidement prendre l'exemple de la francophonie, car on en a peu parlé. La francophonie est un vecteur de puissance pour la France, et de puissance par la langue. En effet, la France a soutenu un organisme qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, avec un grand F, alors que la francophonie, c'est juste l'expression en langue française avec un petit f. Et cette Organisation internationale de la francophonie, elle se réunit dans des sommets pour défendre le français et faire une organisation de coopération entre les pays qui parlent français. Cette organisation, qui regroupe une soixantaine de pays dans le monde, a été créée en 86 lors du premier sommet de la francophonie à Versailles, et elle regroupe des pays de tous les continents, principalement des anciennes colonies, des anciennes colonies françaises. Son siège est à Paris, bien sûr. Cela permet à la France d'avoir une puissance et des partenariats entre les universités, mais également des partenariats commerciaux. Dans le cadre d'un brain drain, d'un drainage des cerveaux, il peut être intéressant, par exemple, pour la France, d'attirer des médecins, des chercheurs de pays dans lesquels on parle français, et cela peut être une facilité. Cette chose-là fait débat aujourd'hui, parce que beaucoup de gens disent que justement c'est le fait que un certain nombre de pays très pauvres parlent français crée une immigration importante de la part des pays francophones, et cet héritage colonial, selon certains, desservirait, notamment l'extrême droite, pour être clair, desservirait la puissance française plus qu'elle ne l'alimenterait. Ensuite, par rapport à la francophonie, il faut quand même noter également qu'en dehors d'une anglicisation, les langues évoluant, la majorité des locuteurs du français ne sont plus en Europe, mais sont en Afrique. Cela entraîne une forme de créolisation du français, avec l'apparition de mots issus de l'arabe ou alors des dialectes africains, et cette créolisation modifie la langue française. En effet, son barycentre est descendu au sud. D'ailleurs, vous prenez même en Amérique, le pays dans lequel il y a le plus de locuteurs du français, c'est pas le Québec, c'est Haïti. Parce qu'Haïti sont beaucoup plus nombreux qu'au Québec. On peut se demander si le français qu'on connaît va pas se transformer du fait de la mondialisation et peut-être échapper à la France. D'ailleurs, si on regarde sur YouTube, les vidéos francophones les plus vues ne sont pas des vidéos françaises, ce sont des vidéos qui sont vues en Afrique. Par exemple, c'est Papa Outé, qui est la chanson française la plus vue, donc un chanteur belge qui est d'origine rwandaise, Rwanda, ancienne colonie belge, ou alors également Maître Gims, ou qui est congolais il me semble, ou alors même Aya Nakamura qui est malienne. Et alors Aya Nakamura, c'est le symbole sur lequel je vais terminer, parce que là c'est la créolisation totale de la langue. En effet, si on prend Djaja, c'est un mot qui est issu des dialectes africains, et là on a un parler créolisé. Donc le français va aussi se modifier du fait de cette géographie. Voilà pour la langue, qui est un vecteur de puissance. On s'est donc interrogé plus longuement sur la France et la francophonie, parce que c'était le jalon.
Alors, second facteur de puissance qui se renouvelle avec la mondialisation, c'est la maîtrise d'Internet et des nouvelles technologies. En effet, euh, c'est un facteur de puissance qui est très maîtrisé par les États-Unis, mais là aussi, comme pour la langue, ils sont remis en cause. Alors, tout d'abord, on est forcé de constater que la montée en puissance d'Internet est liée à la puissance américaine. Ça, c'est indissociable. En effet, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft sont des entreprises américaines nées dans la Silicon Valley en Californie, donc qui sont des bébés de l'Amérique. Mais en plus de ça, les GAFAM diffusent le modèle économique et sociétal américain. Facebook, c'est la surimportance de la vie privée et de l'individu en tant que tel, et l'extériorisation de cela, donc c'est le livre de la vie, hein. Déjà, c'est une façon de diffuser la culture. En plus de cela, Amazon développe la société de consommation, mais également accélère la mondialisation et le libéralisme, dans le sens où elle met plus facilement en concurrence et elle fluidifie le marché de l'offre et de la demande en proposant sur la même plateforme des millions de produits dans le monde entier achemiнаbles très rapidement. De même, l'ubérisation de l'économie est liée à des firmes américaines. Donc, l'ubérisation de l'économie, c'est quoi? C'est des changements qui sont liés à des entreprises qu'on appelle là les TUNA. Donc les TUNA, ça va être Tesla, Uber, Netflix ou Airbnb, qui vont modifier totalement un marché. Donc par exemple, si je prends Uber, le modèle du Uber, c'est un modèle qui remet en cause totalement le modèle de livraison traditionnel ou alors le modèle de taxi traditionnel. Alors de taxi par exemple, c'est une profession réglementée. Là, grâce à l'application Uber, c'est plus les taxis qui maîtrisent leurs clients, c'est l'application qui directement met en contact les clients avec des voitures qu'on appelle des VTC, et ils se donnent rendez-vous directement sur l'application, et les taxis, enfin les VTC, sont des auto-entrepreneurs. Alors sur le modèle de taxi, ça change pas trop, mais par exemple sur les livreurs à domicile, par exemple, les livreurs par exemple de restaurants, Uber Eats ou alors Deliveroo, et ben eux par exemple, c'est plus un salariat qui va être effectué par l'entreprise de pizza ou alors l'entreprise de hamburger qui va livrer, mais non, ça va être des gens qui vont être des auto-entrepreneurs et qui vont eux-mêmes se débrouiller directement avec l'application. Alors cela, ça entraîne une flexibilisation du marché du travail, mais également une flexibilisation par exemple du marché du logement avec l'apparition de Airbnb qui fluidifie le marché du logement et qui augmente la concurrence et la pression foncière. Par exemple, Airbnb exclut les populations pauvres des centres-villes. Pourquoi? Parce que les touristes demandant très fortement des appartements en centre-ville, il devient plus avantageux de vendre peu de temps sur des courtes durées mais très cher à des touristes des appartements plutôt que de les vendre de manière continue à la même personne. Mais donc cela augmente l'aspect concurrentiel et la dynamique de marché qui est interne aux sociétés et augmente la libéralisation de nos sociétés d'un point de vue économique. Et ça, c'est l'importation du modèle américain. Alors, cette puissance américaine, elle se diffuse donc par la culture qu'entraînent ces entreprises, donc que sont les GAFAM et les TUNA, mais également par l'importance qu'a pris Internet. Donc aujourd'hui, on a 4,2 milliards d'internautes. Les principaux réseaux sociaux sont américains, avec 2,5 milliards d'utilisateurs. Facebook est le premier réseau social, YouTube est le deuxième avec près de 2 milliards. Le premier réseau chinois, qui est TikTok, arrive à peine à avoir 700 millions. Bon, c'est pas mal, il y a eu un début, on verra après. Donc, ces entreprises sont américaines et diffusent la puissance américaine. Alors cependant, on peut même noter que ça va encore plus loin, c'est-à-dire que les patrons de ces entreprises sont accueillis comme des chefs d'État. Donc Zuckerberg en 2008 est accueilli par Sarkozy comme un chef d'État. Le Danemark a un ambassadeur auprès des GAFAM. C'est montrer la puissance qu'ils ont acquis aujourd'hui. Alors maintenant, on va montrer dans un deuxième temps que cependant, cette puissance américaine par les GAFA n'est pas gagnée pour toujours. En effet, les BATX, donc les Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, sont les concurrents des GAFA et sont en croissance. Favorisés par la protection que leur assure l'État chinois en interdisant notamment Facebook en Chine. Donc Baidu, c'est l'équivalent de Facebook. Alibaba, c'est l'équivalent en gros de Amazon avec le commerce en ligne. Tencent, c'est un mélange plutôt un peu entre Google et YouTube. Xiaomi, c'est comme Huawei, c'est un producteur
d'outils électroniques, donc c'est le concurrent de Apple. Ils n'ont pas vraiment, les Chinois, de concurrents de Microsoft, donc dans le logiciel, ils sont encore assez en retard. Néanmoins, ils ont des entreprises qui se développent dans le numérique et qui sont en train de s'imposer dans leur marché, mais aussi potentiellement à l'étranger. Donc, première source de concurrence pour les Américains, les BATX. Ensuite, deuxième source de concurrence, c'est le développement de la cyberguerre et des puissances nocives d'un point de vue de la puissance numérique. Alors, si on prend par exemple les capacités en termes de data center, mais également de puissance de calcul, et ben là, c'est les Chinois et les Russes qui maîtrisent la situation. On a qu'à voir que sur l'histoire de la crypto-monnaie, les blockchains sont... Donc dans les crypto-monnaies sont des monnaies comme par exemple le Bitcoin par exemple, et ben quand il faut calculer, quand il faut donner, transférer un Bitcoin d'une personne à un autre, et ben le système qui le permet de le faire réclame, donc c'est un algorithme, et il réclame des calculs, et ces calculs, donc c'est la blockchain, ce qu'on appelle, sont effectués et donc contrôlés par les Chinois et les Russes. En plus de ça, les Chinois et les Russes pratiquent une forme de cyberguerre, donc la cyberguerre, c'est ni plus ni moins que le blocage ou alors l'intervention néfaste dans une puissance politique étrangère. Donc par exemple, l'Estonie a subi une attaque informatique généralisée de la Russie qui a bloqué tout son système en 2008, qui a paralysé le pays pendant plusieurs jours par des hackers. Par exemple, on pense, enfin, le ministère français de l'Éducation nationale français a accusé à la Toussaint 2020, à la rentrée de la Toussaint, ça marchait pas, la classe virtuelle, et ben c'est les Russes qui ont été accusés d'avoir hacké la plateforme Ma classe virtuelle, donc la plateforme du CNED. Donc il peut y avoir une ingérence de la part de puissances étrangères, et c'est ce qu'on peut appeler une cyberguerre ou un cyberterrorisme. Alors cyberterrorisme, là c'est plutôt le fait de créer, d'induire des virus et de déstabiliser. Bon, c'est un peu la même chose, hein. La cyberguerre et le cyberterrorisme sont la différence qu'ont la guerre et le terrorisme. Là, juste que le terrorisme, il a une ampleur moindre, il est sur des actions plus ciblées, et la guerre, elle est d'une ampleur plus massive, et elle est directement menée par des États. En plus de ça, le contrôle, la puissance du numérique amène à avoir de nouveaux outils militaires, tout simplement, avec le contrôle à distance grâce à l'intelligence artificielle, avec des machines qui sont plus puissantes que des cerveaux humains, des drones, et tout un tas d'avancées technologiques qui permettent dans ce domaine-là de servir l'armée. Et aujourd'hui, les armées sont des puissances de haute technologie numérique, et ça, c'est essentiel dans la compétition internationale en termes de vecteurs de puissance. Alors, dernier point sur du numérique comme nouvelle source de puissance, ces puissances du numérique sont limitées par une certaine forme de limitation morale et de rejet de la part des populations, mais aussi des sociétés. En effet, déjà, on peut penser que une marche en avant exagérée vers l'intelligence artificielle, vers le tout numérique, va conduire à une déshumanisation qui serait dangereuse. Donc par exemple, l'augmentation des capacités physiques, comme le propose Calico, qui est une filiale de Google qui veut lancer des programmes numériques contre le vieillissement, ou alors Neuralink, qui propose de mettre des puces numériques, donc c'est un programme de Tesla, dans la tête des individus pour augmenter leur capacité intellectuelle, conduisent à l'homme augmenté, et ça c'est moralement réprouvé par une majorité de civilisations et de pays dans le monde. Ensuite, il y a des mouvements qui s'opposent à cette surtout numérique, donc qui s'opposent à la robotisation, dans lequel l'homme finalement deviendrait esclave du robot et non l'inverse, ne maîtriserait plus le robot. Et enfin, la dernière opposition, c'est l'impression et la sensation d'être surveillé en permanence. Il n'y a qu'à voir en France la lutte contre les antennes 5G qui surveilleraient, qui émettraient les ondes, mais surtout des compteurs Linky qui surveilleraient les individus. Et la surveillance est une des limites de ces puissances numériques. Alors, on peut quand même penser que cette limite est modérée, hein. On voit que le pass sanitaire a fait scandale en France et qu'on avait l'impression d'être surveillé numériquement sur son smartphone. Il n'empêche que la majorité des Français ont Android et qu'ils sont largement surveillés par Google, qui peut revendre allègrement toutes les données des consultations de ses utilisateurs et se faire de l'argent là-dessus.
Alors les gens n'aiment-ils pas être surveillés? Ça c'est une vaste question, mais on peut penser qu'ils l'acceptent docilement si le service en face est de qualité. Enfin, dernier aspect de la puissance, la maîtrise des voies de communication. Alors, il va de soi que la maîtrise des voies de communication est essentielle dans le cadre de la mondialisation. Avec l'augmentation de la circulation des marchandises et des personnes, se sont mis en place des réseaux de circulation mondialisés, qui prennent une importance terrible et dont le blocage euh, entraîne des dommages importants. Et donc la maîtrise de ces voies de communication est un outil de la puissance. Alors tout d'abord, ces réseaux, que sont les réseaux routiers, donc il y a 40 millions de kilomètres de routes dans le monde, ou les réseaux de trains, 1 million de kilomètres de routes dans le monde, sont devenus aussi des routes plus libres avec l'espace aérien, mais également la mer, qui est devenue avec la conteneurisation l'espace central de la mondialisation. Donc la conteneurisation, c'est le fait que les marchandises soient mises dans des conteneurs standardisés, tous à la même taille, qu'on appelle des EVP sur des bateaux, et qui circulent à travers le monde. Donc ces routes maritimes sont centrales dans la mondialisation, et elles transportent aujourd'hui 90% des marchandises. Ces routes maritimes réclament donc des aménagements qui sont importants et qui ont été coûteux. Donc par exemple le canal de Suez n'est pas naturel, le canal de Panama non plus, ou même des tunnels comme le tunnel sous la Manche, qui est un tunnel ferré entre la France et le Royaume-Uni. Alors ça c'est essentiel, et d'ailleurs il y a toujours aujourd'hui de forts investissements pour améliorer ces infrastructures et avoir des réseaux de plus en plus puissants. Par exemple le TGV Lyon-Turin, ou alors l'agrandissement du canal de Panama par les États-Unis pour faciliter la communication entre la côte Est et la côte Ouest, sont stratégiques pour la France, par exemple, ou pour les États-Unis de l'autre côté, pour être reliés d'un point de vue des voies de communication et donc pour être accessibles à la mondialisation. Alors ensuite, deuxième point, c'est que du coup, la maîtrise des voies de communication est un outil de soft power. Donc avoir la meilleure infrastructure et la meilleure maîtrise de ces voies de communication apporte de la puissance. Alors c'est déjà le cas au Moyen-Âge, où les puissances de la Hanse, par exemple, qui étaient des ports comme Bruges, mais également Lübeck, ou alors Brême, étaient des villes qui avaient une alliance autour de la facilité de commerce, et ben c'était là que, parce qu'ils étaient facilement accessibles par port, du fait de leur alliance et du privilège qui était octroyé aux marchands qui s'y rendaient, étaient des cités puissantes. De même Venise, mais également la puissance commerciale espagnole avec la colonisation sud-américaine, est liée à la maîtrise des voies de communication vers l'Amérique qu'avaient les Espagnols. Et ça, cette réalité, elle a lieu de tout le temps. Alors aujourd'hui, pour la Chine ou pour les USA, c'est un outil de soft power important que de maîtriser ces voies de communication, et notamment dans le cadre de l'approvisionnement. Si on prend le cadre de l'approvisionnement en pétrole, l'oléoduc Keystone XL qui traverse le Canada a été central dans l'approvisionnement en pétrole alaskaïen pour les USA, mais les Chinois, leur route de la soie, c'est la même chose, c'est pour s'approvisionner. Et le fait d'être lié à Port Hedland, qui est le plus gros port en poids du monde, qui se trouve en Australie, dans le nord de l'Australie, directement avec la Chine, et de sécuriser les détroits comme Malacca, Lombok ou alors la Sonde, c'est essentiel pour les Chinois. De même, les Européens sont obsédés par le fait de ne plus être dépendants du gaz russe, et par conséquent construisent des oléoducs. Après Nord Stream qui passe par la Baltique, c'est South Stream qui va directement de l'Azerbaïdjan en passant par la Turquie à l'Europe pour ne plus être dépendant du gaz russe et pour commercer directement avec les Azerbaïdjanais. Voilà, donc ça c'est essentiel dans le cadre du soft power. On notera cependant qu'aujourd'hui dans les réseaux, un certain nombre d'acteurs sont privés et ont acquis une importance qui leur confère le statut de petite puissance. Si on prend l'exemple des compagnies aériennes, dans l'aérien, on a des compagnies très puissantes, par exemple Emirates, qui fait, ou alors par exemple Qatar Airlines, qui font l'essentiel des vols entre l'Europe et l'Asie aujourd'hui, en profitant de leurs hubs que sont Abu Dhabi et Dubaï, ou alors par exemple les acteurs privés de la maritimisation que sont la CMA CGM, Maersk, qui permettent la mise en réseau. Ensuite, le DHL ou FedEx sont des livreurs de taille mondiale et sont aussi des acteurs privés très importants qui sont de petites puissances par leur maîtrise de leur réseau. Donc le réseau est un outil de soft power. Enfin, pour terminer, ces réseaux sont à la fois très vulnérables, mais ont aussi un fort potentiel d'évolution, et la contrôle de cette vulnérabilité
et le potentiel d'évolution, c'est une source de puissance. Tout d'abord, les détroits maritimes sont vulnérables, comme tous les réseaux de communication. Et cette vulnérabilité est une source de faiblesse. Quand les avions européens sont bloqués avec l'éruption de l'Eyjafjall en 2011, c'est toute l'Europe qui est bloquée, toute l'économie européenne. Quand un bateau d'un armateur allemand à plat Lloyd est bloqué dans le canal de Suez en 2020, c'est toute l'économie européenne qui est en danger parce que l'approvisionnement européen est en danger. Donc ces détroits et leur contrôle sont essentiels. Aussi, les Américains et les Chinois mettent d'énormes moyens là-dessus. Donc les Américains sur les détroits et les Européens sur les détroits d'Ormuz, qui pourraient potentiellement être bloqués par l'Iran et empêcher le pétrole du Golfe Persique de partir vers l'Europe et les États-Unis. Ou alors les Chinois à Malacca et la sonde, qui peuvent les empêcher d'avoir à la fois le pétrole du Moyen-Orient, mais aussi les marchandises australiennes ou africaines qui leur arrivent, notamment les produits agricoles qui leur arrivent et qui sont très importants pour eux. Cependant, ces routes maritimes ont aussi un potentiel. Ce potentiel, c'est l'ouverture de nouvelles routes maritimes. Donc on peut prendre par exemple la route de l'Arctique, qui permettrait un raccourcissement énorme de la distance tant entre l'Europe et la Chine par exemple, la route qu'on appelle la route du Nord-Ouest ou même la route du Nord-Est qui accélérerait considérablement les délais entre... Et ça, c'est des potentialités qui sont permises par le réchauffement climatique. Comme quoi, le réchauffement climatique ne ferait pas que des malheureux. Et les Chinois l'ont bien compris, cette potentialité. Bon, ça ne marche pas, hein. Pour l'instant, les routes de l'Arctique ne sont ouvertes qu'à peine 13 jours par an. Ensuite, pour terminer, l'exemple jalon que vous devez prendre ici, ce sont les routes de la soie. Alors les routes de la soie, c'est une politique menée par la Chine de développement de corridors pour sécuriser ses approvisionnements. Cette politique est lancée par Xi Jinping en 2013 et l'idée c'est de financer des fonds et de faire des prêts aux pays voisins pour qu'ils créent des infrastructures, donc qui sont soit des ports, soit des voies ferrées, soit la présence de bases militaires chinoises pour sécuriser ce qu'ils appellent ces corridors ou ces routes de la soie. Alors vous en avez plusieurs, vous en avez déjà qui vont vers l'Europe, donc c'est une reprise du transsibérien par le Kazakhstan et par la Russie, mais également une route qui passe par l'Iran et l'Ouzbékistan et qui arrive directement à Istanbul, qui est une route de chemin de fer. Alors dans ce cadre-là, la Turquie et l'Iran ont fait des prêts, se sont vus financer par la Chine la construction de ces infrastructures. De même, pour les routes maritimes, c'est la présence de bases militaires chinoises au point stratégique, l'achat notamment à la France d'un espace à Djibouti pour maîtriser le Bab el-Mandeb, donc le sud de la mer Rouge, mais également des ports au Kenya comme Mombasa ou Gwadar au Pakistan. Gwadar au Pakistan qui est essentiel parce qu'il permet un débouché d'une route commerciale qui passe directement de la Chine au Pakistan et donc qui permet à la Chine d'accéder directement à l'océan Indien sans passer par le détroit de Malacca. Alors le détroit de Malacca qui est également extrêmement stratégique pour les Chinois et là le corridor de développement est protégé par les îles Spratly Paracels qui en mer de Chine méridionale permettent aux Chinois d'avoir un développement facilité. Alors cependant cela entraîne des difficultés avec les pays qui sont dans la ligne de mire de la Chine, notamment la Malaisie par exemple, ne veut plus être dépendant des investissements chinois et les Malaisiens ont refusé, pour une volonté d'indépendance et de souveraineté, de participer au corridor de développement. Alors, dans un premier temps, ils avaient accepté de participer parce qu'ils estimaient que les prêts chinois les rendaient dépendants pendant trop longtemps de la Chine et du coup, ils ne voulaient pas s'aventurer là-dedans. Donc voilà, cette politique des routes de la soie, dont les cartes là vous donnent un certain nombre de sujets, mais qui est essentielle pour la Chine et son développement, car la maîtrise des voies de communication est centrale. Alors, on a vu dans ce tutoriel que la mondialisation entraîne de nouveaux facteurs de puissance que sont la maîtrise du numérique, la maîtrise des voies de communication, mais également l'expansion de la langue. Cela remet en cause en partie la puissance américaine, bien que dans ces trois domaines, les Américains ne soient pas mal placés. La puissance chinoise dans les trois domaines est une puissance émergente, mais ces puissances mettent en avant aussi d'autres acteurs, que sont les acteurs privés, les entreprises notamment dans les réseaux, ou également les anciennes puissances coloniales dans le cadre des langues. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, et à bientôt pour de nouvelles choses en Histoire Géo ou en AGGSP.